Les solutions retenues pour limiter le réchauffement climatique, je dirais qu'elles ne datent pas vraiment des derniers rapports du GIEC, elles sont connues depuis assez longtemps. Le réchauffement lui-même, il est lié au fait que nos civilisations industrielles se sont bâties sur une consommation extrêmement forte d'énergie et que cette énergie, elle est pour l'essentiel ce qu'on appelle carbonée, c'est-à-dire qu'elle nous est fournie par l'utilisation de sources d'énergie fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Et il se trouve que quand on brûle ces énergies, on émet du CO2, que le CO2 est un puissant gaz à effet de serre et que sa concentration a augmenté de façon très forte depuis le début de la révolution industrielle, mais surtout au cours des 30 dernières années. Si on veut donner un chiffre, il faut savoir que la teneur en CO2 dans l'atmosphère, qu'on mesure en ppm, en partie par million, elle est restée entre 180 et 280 depuis 800 000 ans en fait, donc tout au long de la période qui a vu se développer la civilisation humaine, et qu'on est aujourd'hui à 415, 420, et qu'au rythme où on va, on atteindra probablement 520 ou 600 si on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on va multiplier presque par 2 cette teneur en CO2 et qu'on sait que sur cette trajectoire, la température globale va augmenter de 2 degrés ou voire plus. C'est ce que constatait le dernier rapport du GIEC. C'est-à-dire que si on continue à brûler des énergies fossiles comme on le fait aujourd'hui, on va avoir un réchauffement climatique qui va vraiment poser des problèmes dramatiques dans certaines régions du monde. Donc la solution de base, en fait, elle est très simple. C'est une équation. Quand on regarde les différents problèmes environnementaux auxquels on est confronté, la question climatique est assez simple, parce que la source du problème, on la connaît, et elle est quasiment unique. Bon, il n'y a pas que le CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre, mais en gros, on sait où est la source. Et donc, si on était capable de couper cette source, on résoudrait le problème. Dans d'autres questions environnementales, c'est souvent plus compliqué, plus multifactoriel. Dans le cas du climat, c'est simple. C'est simple du point de vue de la compréhension de ce qui se passe. Par contre, effectivement, c'est très compliqué du point de vue des solutions, puisqu'encore une fois, on s'est habitué à avoir une énergie abondante, relativement peu chère jusque-là. Alors, on voit que c'est en train de changer pour un certain nombre de raisons, mais jusqu'à une époque très récente, finalement, s'il n'y avait pas eu la question de l'émission de CO2, les énergies fossiles, c'était une forme de Graal. Ça permettait à l'homme d'avoir une énergie abondante et peu chère, qui est un peu un vieux rêve de l'humanité et qui nous a permis de démultiplier nos forces et finalement d'accéder à une société de confort. Donc c'est pas très facile de dire aux gens aujourd'hui, eh bien probablement comme on n'a pas de solution de remplacement simple aux énergies fossiles, il va falloir aller vers ce qu'on appelle une forme de sobriété énergétique. Alors, je pense qu'il y a il faut voir ça dans un contexte un petit peu plus large que le seul contexte climatique. D'une manière générale, la planète elle est effectivement confrontée à un défi climatique, mais elle est confrontée aussi à beaucoup d'autres défis environnementaux. En particulier, on a les collègues d'un centre de recherche à Stockholm qui s'appelle le Resilience Center, qui ont élaboré la notion de limite planétaire. Ils ont identifié 9 grands domaines qui sont vitaux pour l'espèce humaine. Et dans ces 9 grands domaines, il y a des limites. Ils ont identifié ce qu'on appelle des limites planétaires. Alors si on revient à la question climatique, c'est par exemple la teneur de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On peut dire que si on dépasse une certaine teneur de ces gaz, notamment pour le CO2, par exemple au-delà de 550, on va franchir une limite. C'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour les composés toxiques, ce qu'on appelle les nouvelles espèces, tous les plastiques, c'est vrai pour le cycle de l'azote, etc. Donc il faut avoir une vision systémique un peu globale, on ne peut pas trop séparer, et je dis ça par rapport à votre question sur la problématique territoriale. C'est important d'avoir ça en tête parce que quelque part, on va dire qu'une collectivité territoriale, si elle prend des mesures très strictes pour limiter les émissions sur son territoire, c'est bien, mais évidemment, si on prend par exemple une agglomération comme Grenoble, ça pèse quasiment rien dans le bilan de gaz à effet de serre mondial. Si personne ne fait rien à côté,
ce sera totalement invisible puisque par définition, le CO2 qui est émis dans certaines régions du monde, il se redistribue à la surface de la planète en moins d'un an, en quelques mois. Et donc une petite amélioration très locale ne va pas changer fondamentalement l'équation. Mais ça s'inscrit dans une dynamique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres limites planétaires sur lesquelles les collectivités territoriales peuvent avoir un effet avec un bénéfice immédiat pour les populations. C'est la qualité de l'air, bien entendu, qui est un gros sujet à Grenoble. Et on voit bien que si on prend des mesures pour améliorer la qualité de l'air localement, là, il va y avoir un effet bénéfique immédiat pour les populations. C'est pareil pour l'eau, c'est pareil pour les cycles de l'azote, c'est pareil pour la biodiversité qui font partie aussi de ces grands domaines dans lesquels on doit rester dans ce qu'on appelle en anglais le Safe Operating Space, c'est-à-dire un espace duquel on ne devrait pas sortir pour permettre à l'espèce humaine de continuer à vivre sur la planète je dirais en harmonie avec l'ensemble du monde vivant. Et là-dessus, les collectivités territoriales ont bien entendu un pouvoir, une capacité d'action qui est importante, que ce soit sur la qualité de l'air, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur l'eau. C'est des sujets sur lesquels les collectivités territoriales peuvent agir. Et généralement, quand on agit dans un de ces domaines, on a des co-bénéfices dans les autres. Pas toujours immédiates, mais globalement, on peut prendre par exemple l'exemple de la voiture. Vous pouvez dire, si je veux améliorer la qualité de l'air dans mon agglomération, je vais remplacer systématiquement les voitures à moteur thermique par des voitures à moteur électrique. Donc de ce point de vue-là, effectivement, vous allez améliorer la qualité de l'air, sauf que la production des voitures électriques génère d'autres types de pollution, et donc finalement, la bonne solution, c'est surtout d'avoir moins de voitures dans l'absolu, d'avoir moins de déplacements en voiture. On n'a aucune solution miracle actuellement qui permet d'avoir des véhicules individuels qui seraient parfaitement propres et sans conséquences environnementales. Donc on voit bien avec cet exemple qu'il y a deux façons d'agir. Il y a des façons qui sont, je dirais, très ponctuelles et très localisées, avec un bénéfice immédiat dans un secteur, mais finalement qui ne résout pas le problème dans le long terme et qui peut avoir ce qu'on appelle des effets rebonds négatifs dans des secteurs adjacents. Et puis il y a des solutions qui sont un peu plus globales et qui, elles, sont bénéficiaires à la fois dans le court terme, peut-être moins immédiatement dans le court terme, mais dans le moyen terme et dans le long terme, et qui vont bénéficier à différents aspects de la qualité environnementale.